Blocus de la Crimée après d'intenses bombardements. Destruction spectaculaire d'un hélicoptère et d'une plateforme de forage russe. Solovyov menace Gerasimov pour avoir menti à Poutine. Et si ce mensonge entraînait non seulement des pertes territoriales, mais aussi des pertes de vies humaines? Tribunal. Mutinerie dans l'armée russe. Les soldats se plaignent des hommes de Kadyrov. Il ne faut surtout pas faire des membres d'Akhmat de véritables héros. Loukachenko menace les hommes. S'il arrive qu'un homme vous offense un jour, Et la Douma d'État appelle les femmes à avoir des enfants. De 22 à 27 ans. En ces quelques années, on peut facilement en avoir 3. La Tchétchénie entre en guerre contre les États-Unis aux côtés de l'Iran. Vous êtes sur Dvijusha, le digeste authentique sur la vie réelle en Russie et ailleurs. Les gentils drones poursuivent leur tournée explosive. La nuit, la Crimée était en effervescence. Sébastopol s'est retrouvé plongé dans l'obscurité après une attaque de drones. La moitié de la ville a été privée d'électricité après une forte explosion. Il est rapporté que des débris de drones abattus ont endommagé une sous-station. Regarde Makarova, tout est sombre. C'est intéressant, il s'avère que d'abord, à cause de Poutine, la Crimée s'est retrouvée sans eau et maintenant sans électricité. Voilà la libération russe dans toute sa splendeur. Après une traversée difficile, longue et épuisante, la Crimée et Sébastopol retournent dans leur port natal vers leur rivage d'origine, au port d'attache permanent en Russie. La Russie elle-même n'est pas mieux lotie. Une sous-station électrique de VPL a également été attaquée dans la région de Krasnodar. Des images de l'incendie de la centrale électrique sont visibles depuis une ville voisine. Quand tout est calme, mesuré, stable, on s'ennuie. Stagnation. Je veux du Dezuki. L'Ukraine poursuit la réduction de sa flotte russe. Je ne veux pas pleurer, je veux rugir. Après l'attaque de drones maritimes contre la frégate Admiral SN en mer Noire, l'Ukraine a également attaqué un hélicoptère russe K-27. Au cours de l'opération ayant abouti à la destruction de l'hélicoptère, la marine ukrainienne, en collaboration avec les forces spéciales, a également attaqué une unité d'occupants sur la plateforme de forage Sevage. C'est justement ce K-27 qui tentait de s'y rendre. Mais les militaires ukrainiens l'en ont empêché. Mais êtes-vous sûr que c'est bien l'Ukraine qui se retrouve sans flotte en mer Noire? Vous n'allez pas le croire. Poutine a trouvé la raison pour laquelle sa spéciale opération de 3 jours a échoué. C'est la faute de Telegram. Le vieux du bunker est persuadé que ce réseau social est un canal de communication ennemi. Bien sûr, il vaudrait mieux communiquer par télégraphe ou même avec des pigeons voyageurs pour être sûr. L'utilisation de ces moyens de communication qui ne sont pas sous notre contrôle représente un danger pour le personnel. Oui? Oui. Claire. Mais les systèmes de communication spécifiques au ministère de la Défense fonctionnent-ils? Oui, ils fonctionnent toujours, comme à l'accoutumée. Bien, à propos. Poutine s'entretient avec Irina Godunova, héroïne des forces de défense aérienne et spécialiste des communications militaires. Au cours de ce dialogue, très constructif, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait améliorer certaines choses. Le messager national russe, Max. Et alors, la communication des soldats sera parfaite. Mais pour l'instant, Max ne fait qu'espionner les Russes. Un module espion détectant l'utilisation de VPN a été découvert dans le messager. Mais revenons au spectacle de Poutine. Les blogueurs Z sont en pleine hystérie. Mais voilà, disent-ils, Poutine n'est pas au courant de la réalité, les soldats russes au front sont tout simplement sans communication. En réalité, même si Poutine savait comment les choses se passent au front, rien ne changerait, car le chef du bunker se moque bien des petits soldats. Ce n'est que de la viande, après tout. Et les femmes continueront d'accoucher. Eh bien, Skander amènera le guerrier. Comme prévu.
À propos des communications au front, une épine dans le pied du Kremlin, Starlink. La Russie envisage même une quasi-guerre spatiale. Et tout cela parce que si la technologie n'est pas accessible à la Russie, personne d'autre ne devrait y avoir accès. Le thème du Kremlin est le travail de répression et en principe la destruction future. Starlink. Car il est absolument clair que cet Internet mondial, en apparence inoffensif, est aujourd'hui l'un des principaux réseaux de combat par lesquels la guerre est menée contre nous. Est-il difficile de détruire Starlink ? Selon des experts, si la patrie fixe cet objectif, c'est réalisable. La Chine l'a déjà fait avec des dispositifs spéciaux. Mais en fait, Une explosion nucléaire spatiale réglerait ce problème. une explosion nucléaire spatiale est une arme à haute fréquence, même visible depuis la Terre. Je me souviens, on a vu ces surexpositions souvent. Un truc géant circuler, voyez son fonctionnement. Et comment fonctionne l'analogue russe de Starlink? Volodya Soloviev ne veut-il pas voir? Ah oui, bien sûr, il n'est pas d'usage chez les propagandistes de parler des échecs des développements nationaux. Et peu importe que des milliards de dollars aient été gaspillés pour créer la communication satellitaire russe. Et pendant que les propagandistes rêvent de terroriser l'espace, les Russes n'y ont pas accès à quelque chose de simplement humain. Rentrer chez soi, les Russes, qui avaient fui les missiles drones aux Émirats arabes unis, n'ont pas pu atterrir dans leur marécage natal du kraï de Krasnodar. Tout cela à cause des mêmes drones. L'aéroport local s'est recouvert d'un tapis à cause d'une attaque de drones et n'a pas donné l'autorisation d'atterrir à l'avion. Au final, l'appareil russe a tourné en rond pendant plusieurs heures avant de faire le plein en Turquie. L'avion a finalement atterri à Nalchik, à 500 km de sa destination. Les soldats de Poutine, les détenus, les hommes de Prigojine et les TikTokers de Kadyrov. L'armée russe est une structure très hétérogène. C'est pourquoi pas un jour ne passe sans que des vidéos apparaissent en ligne racontant que quelqu'un a roulé quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, l'injustice est présente à chaque pas. Aujourd'hui, par exemple, de petits soldats russes se plaignent que, à cause des combattants d'Akhmat, ils sont considérés comme des soldats de seconde zone. Bonjour. On m'a dit que je pouvais m'adresser à vous. Je suis le soldat Stepanov Anatoly Vladimirovitch. Je me bats depuis l'âge de 22 ans. Je suis actuellement au 82e régiment, près de Volchansk. Et je n'ai jamais vu de Tchétchènes, de Kadyrovitch ou d'Akhmat sur les lignes de front. D'après leurs camarades, ils sont soit très en retrait, soit en train de voler sur des oiseaux. Veuillez rendre ceci public. Nous ressentons, comme en seconde classe, nous sommes ceci. Eh bien, le soldat Stepanov a révélé ces informations en vain. Connaissant Voï Kadyrov, ce dirigeant de droite ne tardera pas à présenter ses excuses. Il n'est absolument pas nécessaire de transformer Akhmat en une figure héroïque. Eh bien, les hommes de Kadyrov ne sont pas complètement inactifs. Outre TikTok, ils promettent, par exemple, d'aider l'Iran. Le commandant de l'unité Akhmat, Abtia Laudinov, est presque... Il n'est pas le seul en Russie à être prêt à défendre l'Iran. Il faut donner à l'Iran tout ce que nous pouvons lui donner, le soutenir de toutes les manières possibles. Et si la direction du pays en décidait ainsi, je serais tout à fait prêt, même dès aujourd'hui, comme on dit, à partir et à me tenir prêt pour les aider à repousser une attaque terrestre, comme on dit. L'avancée des troupes de cette armée de l'antéchrist Dajjal. Mais il n'y aura pas de décision de la direction. Poutine et compagnie restent assis, la queue entre les jambes. Le soutien se limite à des condoléances et à une acceptation silencieuse. De plus, la brosse de toilette de Poutine, Dmitri Peskov, déclare que ce n'est pas leur guerre. Mais la Russie peut en tirer profit. Devons-nous influencer la situation au Moyen-Orient? D'un côté, nous ne pouvons pas intervenir activement, mais nous ne pouvons pas non plus rester à l'écart. Et quel mécanisme avons-nous actuellement? Eh bien... Écoutez, à cette guerre qui se déroule, ce n'est pas notre guerre. Nous devons probablement assurer notre propre avantage là où c'est possible. Aussi cynique que cela puisse paraître, Sergueï Lavrov a rappelé ici qu'ils sont toujours partenaires, complices dans le malheur. Je le dis avec un profond regret, car il s'agit de nos amis proches. Tous ceux qui souffrent de l'agression des États-Unis et d'Israël, nos partenaires stratégiques,
Voilà un soutien que vos partenaires ont pleinement ressenti. Le dictateur iranien est dans la tombe, celui du Venezuela en prison. Seul le Syrien a eu de la chance. Il est encore en vie et libre. Le voilà qui joue à la PlayStation à Moscow City. Et puis, pourquoi Poutine aiderait-il quelqu'un alors qu'il doit déjà caser tous les siens à des postes lucratifs? Le dictateur du bunker et son équipe ont volé tellement que les Russes ordinaires n'en rêveraient même pas. Mais l'appétit de la famille Poutine ne cesse de grandir. C'est pourquoi, désormais, il ne gâte plus ses proches seulement avec des palais, mais aussi avec des gisements de pétrole entiers. La famille ne doit pas ressentir une baisse du niveau de vie. Un tel cadeau a été offert au beau-père du dictateur russe. On rapporte que le père d'Alina Kabaeva, Mara, est devenu propriétaire de 25% des parts de la société Temir Invest, qui travaille sur des projets de Rosneft dans les régions de l'extrême nord. Une preuve de plus que ce n'est pas la Russie qui est riche en pétrole, mais l'équipe de Poutine. Les Russes des régions reculées ne connaissent les réserves d'or noir que par les informations. Mais les propagandistes racontent au peuple des histoires sur l'Europe qui gèle. Oui, encore aujourd'hui. La rengaine selon laquelle l'Allemagne manque de chauffage et d'eau continue de tourner. Et les Russes croient à l'Occident décadent, même lorsque leur propre maison tombe en ruine. Voici pour votre attention une nouvelle victime de la propagande. En Allemagne, il y a des problèmes aussi bien avec l'eau qu'avec le chauffage. Les gens ont froid, ils économisent sur tout. Eh bien, chez nous, pour l'instant, comme on dit, on ne fait pas d'économie sur l'eau ou l'électricité. Et cela ne dérange absolument pas la femme que dans sa cour se trouve une toilette en bois toute de travers. On ne peut se laver qu'à l'extérieur et utiliser les toilettes. Quelle que soit la politique là-bas, en Russie, c'est quand même mieux. Oui, c'est difficile, mais où est-ce facile? C'est difficile partout. En Russie, un nouveau scandale de corruption a éclaté. Un proche collaborateur de l'ancien ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu, Ruslan Tsalikov, est accusé de détournement de plus de 6 milliards de roubles, de blanchiment d'argent et de corruption. Tout cela, le fonctionnaire l'a fait au sein du ministère de la Défense. Tsalikov est surnommé le caissier de Shoïgu, le financier de l'éleveur de rennes. Il en était responsable depuis 16 ans. Imaginez la fortune que ces deux-là ont amassée dans l'industrie de la défense. D'ailleurs, Tsalikov est le dernier des adjoints de Shoïgu à avoir perdu sa liberté. Tous ses assistants sont sous enquête. Il semble que Koujoughetovitch devrait commencer à s'inquiéter. Savez-vous ce que Loukachenko fait chaque jour? Eh bien, à part devenir fou à cause de l'amidon, il lit TikTok. Oui, le dictateur biélorusse a fait des progrès sur Internet, bien plus loin que Poutine. C'est pourquoi Batka s'est même adressé aux femmes, leur demandant de lui écrire absolument si jamais elles étaient offensées. Par n'importe quels hommes. Si jamais un homme vous offense ces jours-ci, trouvez un moyen. Nous avons TikTok après tout. Je le lis chaque matin. Parfois, c'en est même risible. Mais si quelqu'un vous offense, vous... Écrivez-moi, je vous répondrai sans faute. Hein? Où dois-je aller si celui qui m'offense est Loukachenko? Mais en Russie, les droits des femmes sont négligés depuis longtemps. Pour le Kremlin, ce ne sont que des individus capables de fournir de la chair à canon. Les femmes donnent naissance à 35 ans, 40 ans et plus. Que Dieu te bénisse. Plus nous aurons d'enfants, mieux ce sera. Mais les autorités exigent non seulement d'accoucher, mais aussi de suivre un plan. 3 enfants avant 27 ans. C'est ce genre de normes dont parle la députée de la Douma d'État, Rima Utiachova. Je dis de 22 à 27 ans. Pendant ces années, on peut facilement en avoir 3, puis, de bon cœur, continuer jusqu'à 47 ans. À votre convenance. Une femme peut accoucher jusqu'à 47 ans. Mais il y a aussi ceux qu'il faut protéger des femmes. Par exemple, le président français Emmanuel Macron. Selon le propagandiste Soloviev, c'est sa femme qui le frappe. Le principal problème de Macron, c'est qu'il essaye toute sa vie de paraître cool, mais il a l'air d'un minus.
Le principal problème de Macron, c'est que sa femme le frappe et qu'il est une tapette. Et il essaie de donner l'impression d'être un macho, mais il ne l'est pas. Ses biceps dessinés sur la photo, cette tentative de boxe, c'est putain de nul. Beurré. Une question en réponse aux propagandistes respectés. Et cette hystérie en studio, avec de l'écume à la bouche, c'est le désir de prouver quoi? J'entretiens une relation personnelle avec Monsieur Scholz. Oui, il ne s'agit pas d'un petit, voire d'un très petit fureur. Puisqu'il était question de Solovyov, on ne sait pas si cela témoigne d'un regain de conscience, mais le porte-parole du Kremlin exige que les décorations et les galons soient retirés au chef d'état-major général de la Fédération de Russie, Gerasimov, qui a menti à Poutine au sujet de la prise de Kupensk. Je pense qu'il est nécessaire de retirer publiquement les décorations et les galons. À ceux qui ont osé mentir dans leur rapport, tromper le commandant suprême, ils doivent être tenus responsables, et ce, publiquement. Le propagandiste est allé jusqu'à exiger d'envoyer Valéry Gerasimov à l'assaut de la viande. Et si le mensonge a conduit non seulement à la perte de territoire, mais aussi à la perte de vies humaines, alors tribunal... À la place du téléphone, une brique. Les responsables russes, qui sont sous sanctions américaines et européennes, se plaignent massivement du blocage de leurs iPhones. Au moins 3 Russes sous sanctions se sont fait bloquer leur identifiant Apple. Parmi ceux qui ont été rattrapés par le karma technologique figure l'ancien directeur de Roscosmos, Dmitri Rogozin. Par conséquent, l'Avish est en principe favorable au missile Kosmich-Kotroussal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Le sénateur actuel de la région occupée de Zaporizhia, Rogozin, est absolument furieux de ne plus avoir accès à son appareil. Je suis soumis à toutes sortes de sanctions depuis mars 2014. Je figure sur la première liste de sanctions qui est courte et claire. Nous sommes en 2026. 12 ans se sont écoulés. Et ce n'est que maintenant que les fainéants d'Apple ont daigné comparer les listes et commencé à envoyer des lettres comme celle-ci. Oh, que s'est-il passé? Échec de la substitution d'importation pour iPhone? Remplacer l'import n'est pas miraculeux. Dmitri Peskov, Ramzan Kovirov et Maria Zakharova figurent sur la liste des Russes qui pourraient potentiellement se retrouver sans téléphone. Même l'icône sous l'étui ne sera d'aucune utilité pour ce dernier. Tout comme ChatGPT, que les fonctionnaires russes utilisent si activement, même pendant les réunions.